Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, votre rendez-vous hebdomadaire avec la FSPF. Alors au programme de cette semaine, le point sur le dernier conseil d'administration de la FSPF, le dossier territoire fragile, l'adoption de la loi RIST sur l'accès aux soins et les premiers résultats de l'enquête sur la collecte des DASRIPAT. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live comme d'habitude. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, le conseil d'administration de la FSPF s'est réuni mercredi dernier. Quelles décisions ont été prises? Alors, bien sûr, dans ces conseils d'administration qui sont là tous les 2 mois, on balaye l'ensemble de l'actualité de la pharmacie effectivement, on prend des positions. Euh, Nous avons eu un grand débat sur les territoires fragiles. On y reviendra dans le prochain thème, donc je vais pas en parler maintenant. On a parlé également d'économie de l'officine. Enfin, je ne vais pas vous réciter l'ensemble des éléments d'information que nous avons avec les administrateurs, mais plutôt me consacrer aux décisions du CA lui-même. Il y en a deux principales. La première, c'est l'ouverture d'un chantier sur la réforme de la permanence des soins pharmaceutiques, des gardes en réalité. On a de plus en plus de remontées de terrain, à la fois de difficultés des pharmacies d'officine et des difficultés vis-à-vis des patients, parce que le système est peu clair pour tout le monde. Et donc, il y a des contraintes qui sont différentes d'un endroit à l'autre, des interprétations qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Donc, nous avons mis en place donc une commission qui est chargée de me fournir un rapport assez bref, hein, sous un mois et demi. On va pas faire on n'est pas dans la réunionnite pour voir comment on peut faire évoluer éventuellement le cadre législatif et adapter les outils existants à la fois de l'organisation des gardes, de la régulation des gardes et de l'information du public. Donc voilà, donc ça c'était un thème fort et ça remonte un petit peu de partout, donc il était temps qu'on s'occupe de ce sujet. Comme vous savez, ce sont, d'après la loi, les organisations professionnelles, donc les syndicats, qui ont la responsabilité de l'organisation des gardes. On a reparlé de Dastri, mais je sais que on va m'en parler tout à l'heure, donc là aussi je fais un peu de teasing. Enfin, on a parlé aussi des salaires et de l'échec de la réunion avec les instances de salariés. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, j'avais fait même une circulaire. Pour autant, nous aurons de nouveau une réunion de CCPPNI avec les syndicats centrales de syndicats de salariés. Notre situation économique euh, bon, est connue. Nous faisons face à l'inflation également. Nous avons une réunion des négociations économiques pour l'officine au mois à l'automne. Mais néanmoins, moi, j'ai tenu à ce que nous puissions avoir un mandat, un autre mandat de négociation. Et donc, nous allons avoir une Assemblée générale extraordinaire qui se déroulera au moment du congrès, donc début juin, pour permettre à nos négociateurs d'actualiser la position de nos mandants. Sachant que la position de nos mandants, elle est chaque fois, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats entre, il y a des officines qui souffrent et qui ne peuvent pas, en fait, augmenter les salaires, et puis des officines qui vont un peu mieux et qui, elles, le pourraient. Et comme nous, on parle de l'augmentation du point, de la valeur du point, eh bien, c'est quelque chose qui est compliqué à réaliser. Donc voilà, donc ça, ce sont les deux grands débats du conseil d'administration. Nous avions déjà, bien sûr, étudié le programme économique, je vous en ai parlé longuement. Nos confrères de l'USPO sont en train de finaliser leur feuille de route. C'est ce que m'a indiqué Pierre-Olivier Variot, donc le président de l'USPO. Donc il est convenu entre nous que, bien sûr, l'USPO comme nous va exprimer sa propre feuille de route, et ensuite il va falloir qu'on travaille ensemble. Et notre objectif commun est d'avoir une feuille de route commune avant les négociations conventionnelles
de l'automne, on a véritablement intérêt à avoir un front uni à chaque fois sur ces négociations. Alors, territoire fragile, tu en parlais à l'instant. Tu avais justement hier matin une réunion avec la DGOS. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux du décret qui est en préparation? Alors, la loi de 2018 stipule que nous devons définir des territoires fragiles en offre de soins pharmaceutiques, donc fragiles pour la population, pas pour les pharmaciens, hein. Donc, c'est bien l'objectif de fournir les médicaments à la population, c'est-à-dire les lieux, les zones du pays où on est à plus de 15 minutes en voiture d'une officine. Et donc, c'est ça qui est considéré comme territoire fragile. Mais dans la loi, il y a également une notion de territoire, enfin de territoire en cours de fragilisation, c'est-à-dire des territoires qui, potentiellement, si rien n'est fait, pourraient voir disparaître leur officine de proximité, auquel cas, eh bien, ils n'auraient plus d'accès aux médicaments. Donc, nous n'étions pas d'accord avec le projet de texte réglementaire qui nous a été réalisé, qui a été réalisé par la Direction générale de l'organisation des soins. Donc, les trois organisations, l'ordre et les deux syndicats l'ont fait savoir. Et nous avons travaillé ensemble, donc ordre et syndicats, pour élaborer un, un, une, une alternative, hein, un décret alternatif. Voilà, c'est intéressant que la profession sache qu'on s'organise et qu'on ait force de proposition. Nous avons donc envoyé ensemble ce texte alternatif à la DGOS et nous avons échangé hier autour de ce texte. Donc nous avons constaté que le texte de loi était imparfait et ne nous permettait pas réellement de faire exactement ce que nous voulions. Mais on a bien senti que la DGOS, devant ce front uni de la profession, entendait nos arguments qui sont, pour être, pour être clair, il y a deux thèmes, hein. Le premier thème, c'est que euh, pour bâtir les territoires de vie fragile, la DGOS s'appuie sur les territoires de vie santé, qui sont un agrégat de population qui est connu par les médecins, les infirmiers, les kinés, par toutes les autres professions, parce qu'ils ont déjà leur cartographie faite par les agences régionales de santé, mais qui ne correspond pas à l'officine parce que nous sommes la seule profession qui a déjà une régulation à l'installation et que cette régulation à l'installation, elle est basée sur la commune et pas sur le territoire de vie santé. Et on ne peut pas parler de règles d'installation avec comme maille la commune et parler de territoire de vie fragile en parlant d'une autre maille de population qui est le territoire de vie santé. Ça ne correspond pas, ça ne s'emboîte pas. Et donc, nous sommes repartis sur les communes pour définir les territoires fragiles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que nous faisons un distinguo entre les territoires fragiles. En réalité, il n'y en a pas ou très très peu en France et les zones en cours de fragilisation. Et ça nécessite d'avoir un certain nombre de critères économiques, de critères, de savoir si la population est en repli, s'il y a moins de population, s'il y a moins d'offres de soins de médecins, s'il y a des difficultés économiques. Tout ça, ça doit être pris en compte et ça doit être pris en compte au niveau national afin que les règles soient les mêmes partout et qu'il n'y ait pas donc un DGRS tout puissant qui puisse faire ce qu'il veut dans un territoire. Donc la DGOS nous a bien entendus. Maintenant, j'espère qu'elle nous a compris qu'ils vont, à partir de ce que nous avons produit, refaire une deuxième version. Je suis satisfait du processus de concertation. Et une fois de plus, voilà, c'est la version unie qui fait front et qui se fait entendre. Donc c'est agréable parce que ça marche à chaque fois qu'on fait ça. Et chaque fois qu'on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc il faut s'en souvenir, quoi. Voilà. Alors, sinon, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont définitivement adopté la proposition de loi RIST sur l'accès aux soins. Est-ce que les mesures qui concernent l'officine ont été maintenues? Oui, donc désormais c'est la loi, donc il va falloir qu'elle soit promulguée, qu'elle passe au journal officiel, mais effectivement maintenant c'est dans la loi. Et donc on a les quatre mesures qui concernent l'officine qui sont bien rentrées. Donc on rappelle, hein, c'est le renouvellement des ordonnances pour 3 mois. On a la possibilité pour les préparateurs en pharmacie qui auront un diplôme de DUST d'effectuer un travail de préparateur en pharmacie, c'est quand même incroyable. La possibilité pour les préparateurs d'injecter les vaccinations sous contrôle.
Et puis la réforme donc du dépistage avec une simplification du parcours réglementaire. Donc maintenant, c'est pas parce que c'est dans la loi que c'est effectif de suite, hein. Il va falloir négocier les textes réglementaires et d'application, et notamment dans le processus conventionnel de l'automne, les modalités de rémunération et d'enregistrement de ces nouveaux actes. Voilà pour la loi RIST. Une dernière nouveauté de dernière minute, mais qui nous concerne en tant que pharmacien, mais pas de pharmacien d'officine, puisque les pharmaciens biologistes sont autorisés à réaliser des frottis désormais. Donc, et c'est intéressant pour eux. Et donc, ça, pareil, c'est le diplôme de pharmacien, c'est notre diplôme commun, en fait, qui prend de plus en plus d'importance dans le dispositif. À noter que ce process français se retrouve au niveau européen. On a nos amis anglais qui ont réussi à obtenir le droit de prescription de certains produits, notamment pour les cystites. On parle toujours de la même chose partout en Europe, hein. Ayez en tête que le processus n'est pas terminé, que d'autres PPL sont en cours dans ce Conseil national de la refondation en santé, et qu'il y aurait des débats sur ces thèmes dans la PPL Valto à venir, dans le PLFSS à venir. Donc l'évolution de notre métier est toujours en marche et continue dans sa voie de professionnel de santé. Je te propose maintenant de répondre à la question de Valérie Ollier, présidente du syndicat des pharmaciens de Bouches-du-Rhône et également de la FedMed. Bonjour, Valérie Ollier, présidente du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe. À la suite de très nombreux signalements indiquant l'absence de collecte des déchets des patients en autotraitement par l'éco-organisme d'Astri depuis le début de l'année, la FSPF a lancé une enquête auprès des confrères. En aurais-tu le résultat? Alors, les Dasripat. En effet, nous avons fait un questionnaire pour savoir si nos confrères avaient pu bénéficier de la reprise des procédures de collecte depuis le 1er janvier 2023. Donc, on a eu 1066 réponses. Donc, c'est représentatif de la population. Et sur ces 1066 réponses, nous avons 65% de pharmacies qui ont été collectées et 35% qui n'ont pas été collectées, ce qui est un problème. On est en cours de réunion avec Dastri pour évaluer donc cette chose-là. Et il y a des départements entiers qui n'ont pas été collectés. Donc, on a des problèmes pour 35% des officines, ce qui est beaucoup. Et donc, bon, c'est un coup de gueule qu'on pousse auprès de Dastri. Et donc, il faut véritablement qu'ils reprennent les ramassages. Pour autant, ensuite, on a posé une deuxième question pour savoir si, dans le cadre des officines qui ont été collectées, si tous les cartons avaient été pris en une seule fois ou en plusieurs fois. Alors là, tous les gens qui ont eu des ramassages ont eu l'ensemble de leurs déchets qui ont été collectés. Dans 92% des cas, en une seule fois, et dans 8% des cas, en deux fois, sachant que moi, je fais partie des 8%. Enfin, une dernière chose en disant que, en gros, plus de la moitié ont eu un seul passage, et il n'y a que 10% des officines, en gros, qui ont eu deux passages depuis le début de l'année. Bon, le process reprend. On voit que quand on interrompt le process, on a beaucoup de mal à le remettre en route. Néanmoins, ça ne va pas du tout assez vite. Il faut qu'avant la fin du premier semestre, donc avant juin, les 35% des officines aient été collectées. Ce n'est pas possible de faire autrement. Quant à la collecte de la redevance, là aussi, elle est en cours de mise en œuvre. Et donc, comme je l'avais dit au départ, la collecte des euros pour participer, là pour le coup, pour les Dastri Pro, sera effective donc à l'automne, comme je l'avais dit dès le départ. Voilà. Très bien. Alors, on a 2 minutes de retard. On passe maintenant aux questions des internautes.
Alors, où sont les questions? Voilà. On avait une question au tout début sur une demande concernant le rappel Covid, où un confrère a eu une information par un médecin exerçant en EHPAD qui lui disait qu'il ne faisait plus de déclaration de vaccination. Bah, les déclarations de vaccination, pour mémoire, elles servent à aller sur mon espace santé, à incrémenter le carnet vaccinal du patient, en plus d'aller évidemment sur la base de données commune qui permet de suivre la vaccination. Donc évidemment, il faut continuer à le faire. Et par ailleurs, comme vous le savez, sur cette déclaration-là, nous sommes rémunérés 5 euros par déclaration que vous n'aurez pas si vous ne le faites pas. Donc, un, c'est oui, ça continue à être obligatoire. Deux, c'est utile et c'est une faute de ne pas le faire pour le patient. Et trois, vous êtes rémunéré pour le faire. Ouais. Sinon, on a une proposition de Sophie Vernier pour se venger de la sérialisation en imposant le dispositif d'Astri à toute l'Europe. Ouais. Bah, en fait, je dois vous dire que bah, je vous répondrai dans quelques temps, je vais investiguer, mais je n'ai pas de doute sur le fait que nos confrères européens participent au sujet écologique, mais il est exact que je n'en sais rien, et donc, parce qu'on ne peut pas tout savoir en réalité, mais que j'ai les moyens de poser la question, et donc je reviendrai vers vous sur cette question qui m'intéresse voir combien de pays, qu'est-ce que font les pays sur l'éco-responsabilité et comment ça se passe en fait dans les autres pays d'Europe. C'est une excellente question. Comme dit pratiquement à chaque fois le cabinet du ministre, je prends le point. Alors, Voilà, on je ne prend le ferai pas point. comme eux parce qu'eux, ils prennent le point, mais ils le gardent en fait. Après, ils ne me répondent pas. Mais moi, je vais essayer de répondre. Une nouvelle question sur l'organisation des gardes. Bon, redistribution du territoire à revoir. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit à l'instant, c'est un point intéressant parce que on étudiera ça à la prochaine Assemblée générale, justement. Et quid du code de traceur lors des délivrances, rémunération, point d'interrogation. Quid du code Je ne comprends traceur pas lors des bien la délivrances? question. Ouais, quel Euh, code traceur? Alors, en fait, oui, effectivement, on a des délivrances à l'unité peut-être. Donc, Je effectivement, pense que c'est ça, ouais. alors, il n'y a pas besoin de code traceur pour les délivrances à l'unité, en l'occurrence, puisque le logiciel indique lui-même quand une délivrance se fait à l'unité. Et c'est pour ça qu'on est payé en fin d'année sur le nombre de boîtes qu'on a délivrées. Euh, Ouais. pour autant, on pourrait imaginer de modifier le système par un code acte avec une rémunération, là pour le coup, qu'il faudrait coder. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là, bon, on verra dans la négociation économique. Le sujet des codes traceurs est un vrai sujet parce qu'en fait, c'est un système moi, m'agace parce qu'en fait, chaque fois, ça pourrait être un code acte. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un code traceur, ça veut dire que l'acte est réalisé. Et donc, il devrait y avoir, à la fois, à la place de code de traceur et un paiement un an après, il pourrait y avoir l'acte qui est payé le jour J. C'est notre demande. C'est à chaque fois un point de négociation assez dur avec l'assurance maladie. Très bien. Je pense qu'on va peut-être arrêter là avec les questions. Donc, merci Philippe Besset. Merci également à Valérie Ollier pour la question vidéo. On vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, en raison du pont, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, bonne fin de journée.